Printemps 1887. Au cœur du Cantal, l'Auvergne déploie ses paysages rudes, ses vallées profondes où le temps semble être figé. Le hameau de Fontaine-Froide, une poignée de masures de pierre austère agrippées à flanc de montagne, étire sous un ciel bas, chargé d'humidité. Ce soir-là, le vent glacial de ce printemps capricieux siffle avec une rage particulière, s'engouffrant par les interstices des murs ancestraux, faisant trembler les maigres vitres embuées et les cadres de bois fatigués. L'obscurité est presque totale, seulement déchirée ici et là, par la faible lueur d'une lampe à huile, promesse d'une vie fragile, d'une lutte incessante contre l'oubli et l'isolement, qui étreignent ces terres reculées, coupées du monde et de ses avancées. À l'intérieur de l'une de ces demeures, l'air est lourd, saturé d'une odeur âcre de terre humide, mêlée à la sueur et au parfum métallique d'un désinfectant rudimentaire. Sur un lit de fortune, fait de paillasses et de draps usés, Marie, une sage-femme dont les mains sont noueuses et calleuses à force de travail, essuie son front perlé de sueur. Elle vient d'assister à une naissance difficile, une de plus dans ce hameau, où la vie s'accroche avec acharnement. Le nouveau-né, à peine plus grand qu'une miche de pain, pousse des cris faibles, presque inaudibles, comme une plainte étouffée par la misère ambiante. Une vie nouvelle venait d'éclore. Mais elle, épuisement de Marie-N, était pas seulement due à l'effort. Ce ne sont pas les pleurs ténus de l'enfant qui glacent le sang de Marie, habituée aux souffrances de l'accouchement. C'est la vue de ses petites mains, où les doigts semblent étrangement fusionnés, et de son visage marqué par une fente labiale béante qui lui serre la gorge. La mère, une jeune femme aux traits émaciés par les grossesses répétées et une misère implacable, contemple son enfant avec une résignation terrifiante. Pas un mot ne sort de ses lèvres gercées, comme si elle avait déjà tout vu, trop souvent cette fatalité. Marie elle aussi l'a vu. Elle l'a vu dans presque chaque famille de ce hameau oublié, où la déformation n'est plus une anomalie tragique, mais une sombre fatalité transmise de génération en génération. Une marque indélébile de l'isolement. Le printemps 1887 n'apportait pas seulement le renouveau au hameau de Fontaine-Froide. Il mettait en lumière une réalité ancestrale, façonnée par des siècles d'isolement. Dans cette Auvergne profonde, les mariages entre cousins, loin d'être rares, étaient une pratique courante, presque une fatalité. Le Code civil français, s'il interdisait formellement les unions entre frères et sœurs ou parents et enfants, se montrait plus souple pour les cousins, autorisant ces mariages, souvent avec une dispense ecclésiastique pour les catholiques. Cette tolérance légale et religieuse offrait une couverture à des unions qui, dans d'autres régions, auraient soulevé des questions. Ici, elle était perçue comme une nécessité, une manière de préserver les terres morcelées et de maintenir la pureté des lignées familiales, un concept flou mais profondément enraciné dans l'imaginaire local. L'endogamie, ce phénomène de mariage au sein d'un même groupe restreint, n'est signière de preuve une simple tradition. Elle était le fruit amer d'une pauvreté endémique et d'une méfiance viscérale envers l'extérieur. Les chemins tortueux, les hivers rigoureux et le manque criant d'infrastructures maintenaient ces communautés dans une bulle. Chaque vallée, chaque hameau devenait un monde en soi, où les échanges se limitaient aux familles voisines souvent déjà liées. Épouser un étranger, c'est-à-dire quelqu'un venu d'un village à quelques lieues, était perçu comme un risque, une perte potentielle de terre ou d'influence. La force des liens du sang, la solidarité communautaire, mais aussi la peur de l'inconnu, renforçaient ce cercle vicieux, enfermant les habitants dans un destin génétique qu'ils ne pouvaient comprendre. C'est dans ce contexte que les observations du docteur Émile Dubois, médecin de campagne dévoué, prenaient une dimension tragique. Au fil de ses visites, il avait commencé à noter une prévalence alarmante de malformations congénitales et de maladies héréditaires, bien au-delà de ce qu'il observait dans d'autres cantons. Les doigts fusionnés, les fentes labiales, les retards de développement, la mortalité infantile élevée n'étaient pas des cas isolés. Ils formaient un tableau cohérent, une signature génétique qui se répétait de génération en génération au sein des mêmes familles. Pour le jeune médecin, Issa était une énigme glaçante, un défi à sa science naissante et à sa conscience d'homme. Il pressentait un lien entre ces mots et les pratiques matrimoniales locales, mais les mots pour le décrire, les outils pour le prouver, lui manquaient encore cruellement. Face à cette réalité, l'État français, centralisé et souvent lointain, restait largement impuissant. Les politiques de santé publique en étaient à leur balbutiement, et le concept de génétique était encore à des décennies d'être pleinement compris. L'accès aux soins était quasi inexistant dans ces zones reculées, et les quelques tentatives d'intervention se heurtaient à un mur de résignation et de traditions inébranlables.
Les habitants, habitués à leur sort, attribuaient ces marques à la fatalité, à la volonté divine, ou à de sombres légendes locales, ignorant la véritable cause de leur souffrance. La misère et l'isolement étaient des forteresses plus solides que n'importe quelle loi ou recommandation sanitaire, scellant le destin de ces lignées condamnées à répéter les erreurs de leurs ancêtres. Dans ce Cantal reculé de 1887, la gendarmerie nationale, bras armés de l'aile, État centralisé, opérait selon des prérogatives bien définies, très éloignées des préoccupations de santé publique. Leur mission principale consistait à maintenir l'ordre, à traquer les vagabonds, à réprimer les délits ruraux, et à assurer une présence étatique, dans des zones parfois insoumises. Les registres des brigades locales, scrupuleusement tenus, consignaient les plaintes pour vol de bétail, les disputes de voisinage, ou les rares cas de violence, mais jamais la prévalence des malformations congénitales, ou des maladies héréditaires. Ces tragédies intimes, perçues comme des fatalités divines, ou des mystères de la nature, échappaient totalement à leur champ d'action et à leur compréhension. La gendarmerie, focalisée sur la surface des choses, ignorait la souffrance génétique silencieuse, qui se jouait derrière chaque porte close. C'est donc au sein des archives départementales et nationales, que l'enquête du docteur Sophie Martel et d'Antoine Giraud allait trouver ses premiers échos institutionnels. Des décennies plus tard, la poussière des registres des états civils, des recensements de population, des correspondances préfectorales, et des rares rapports d'inspection sanitaire, allait commencer à révéler une vérité glaçante. Le travail de recherche s'apparentait à celui d'un archéologue méticuleux, fouillant des strates de papier jauni, des écritures parfois illisibles, à la recherche de corrélations, de motifs récurrents. Chaque acte de naissance, chaque déclaration de décès, chaque note administrative, devenait une pièce du puzzle, un fragment d'une histoire collective, longtemps occultée par le silence et l'ignorance. La persévérance était leur unique guide, face à l'immensité de la tâche. Ces documents officiels, bien que n'utilisant pas le lexique médical contemporain, laissaient transparaître une réalité démographique et sanitaire perturbante. Les registres de décès infantiles, en particulier, révélaient des pics alarmants dans certaines familles et hameaux spécifiques, des courbes de mortalité qui défiaient toute explication habituelle pour époque. Des notes marginales, parfois ajoutées par des instituteurs ou des mères soucieux, mentionnaient des infirmes de naissance, des faibles d'esprit, ou des enfants marqués, des termes pudiques et désuets, pour décrire des réalités souvent cruelles. Fente labiale, doigts fusionnés, retard de développement ou handicap lourd. Était une cartographie de la souffrance silencieuse qui se dessinait, une preuve tangible de l'ampleur du problème, bien au-delà des observations isolées du docteur Dubois. Au-delà des papiers administratifs, la mémoire collective locale, transmise de génération en génération, offrait une perspective plus intime, bien que fragmentée, et souvent déformée par le temps et la superstition. Antoine Giraud, en tant qu'historien et généalogiste passionné, savait que les récits oraux, les légendes de village et les surnoms donnés aux familles, pouvaient receler des indices précieux, des échos d'une réalité taboue. Il se souvenait des murmures, des allusions à des lignées maudites ou à des « enfants de la terre », des euphémismes, pour désigner des réalités génétiques incomprises. Ces témoignages indirects, souvent empreints de fatalisme et de résignation, révélaient une acceptation ancestrale de ces marques, comme faisant partie du destin inéluctable de ces terres isolées. Aujourd'hui, trouver des témoins directs de cette époque, ou même des descendants prêts à briser le silence, relevait de la gageure. Les hameaux se sont vidés, les familles se sont dispersées, et la honte associée à cette histoire a souvent conduit à son effacement volontaire. Les rares habitants encore présents, pour la plupart très âgés, conservaient une pudeur farouche face à ce passé. Parler de consanguinité restait un tabou, une blessure encore ouverte pour certains, même des décennies après la fin de l'isolement extrême. Le travail de Sophie et Antoine exigeait une approche d'une extrême délicatesse, empreinte de respect et d'empathie, pour tenter de percer ce mur de silence et comprendre comment cette mémoire douloureuse avait façonné les identités, parfois jusqu'à nos jours. Le docteur Dubois, après avoir consigné méticuleusement ses observations dans ses carnets, tenta de partager ses inquiétudes avec les autorités préfectorales. Ces rapports, détaillant la prévalence anormale des malformations et des maladies héréditaires dans le Cantal, se heurtaient à un mur d'indifférence administrative. Pour elle, État centralisé de la Troisième République, les préoccupations sanitaires de cette nature étaient lointaines, voire inexistantes dans leur sphère d'action prioritaire. Les bureaux de la préfecture d'Aurillac, submergés par les tâches courantes, recensement, impôts, maintien de l'ordre public, n'avaient ni la grille de lecture,
ni la volonté de comprendre la portée des découvertes d'un simple médecin de campagne. Ces alertes, perçues comme des anecdotes locales plutôt que des problèmes de santé publique urgents, étaient classées sans suite, ou perdues dans les méandres d'une bureaucratie engoncée dans ses propres logiques, aveugle aux souffrances silencieuses des populations les plus reculées. La gendarmerie nationale, bras armé de longs États dans ces contrées isolées, se préoccupait avant tout de l'ordre public. Ces registres consignaient les vols de bétail, les querelles de voisinage, les cas de vagabondage, mais aucune colonne N était prévue pour les malformations congénitales ou les maladies héréditaires. Ces réalités, perçues par les habitants comme par une grande partie des administrateurs comme des fatalités divines, ou le fruit de sombres légendes locales, échappaient totalement à leur mission, et à leur compréhension. Les rares rapports qui parvenaient à la préfecture mentionnaient parfois la misère ou le dénuement, mais jamais N établissait un lien direct avec des pratiques matrimoniales, ou une dégénérescence génétique. La science de l'époque manquait encore des outils conceptuels pour formaliser ces observations, et l'appareil des États, lourd et centralisé, était mal équipé pour percevoir et agir sur des problèmes aussi intimes et complexes, relégués au rang d'anomalies sans cause identifiable. Au-delà de l'inertie administrative, le docteur Dubois se heurtait à une résistance plus insidieuse, celle des mentalités locales. Les familles concernées, souvent par pudeur, par honte, ou par une profonde résignation ancrée dans des siècles de fatalisme, refusaient d'aborder ouvertement ces sujets. Elles attribuaient ces marques à des causes surnaturelles, ou à un destin immuable, rendant toute tentative d'explication scientifique vaine. État, de son côté, n'avait ni les moyens ni la volonté politique d'imposer des changements radicaux dans ces communautés reculées. Les quelques initiatives de désenclavement, comme la construction de routes rudimentaires, étaient sporadiques et ne ciblaient pas spécifiquement les enjeux de santé publique liés à l'endogamie. Cette combinaison d'ignorance scientifique, de fatalisme culturel, et d'une bureaucratie lointaine et inadaptée, scellait le sort de ces lignées, les condamnant à perpétuer un cycle de souffrances silencieuses, loin des préoccupations d'une nation en pleine modernisation. Des décennies plus tard, la quête de vérité allait reprendre son cours, non plus dans la solitude d'un cabinet médical de campagne, mais à travers la collaboration minutieuse de Sophie Martel et Antoine Giraud. Armés des outils de la science moderne et de la rigueur historique, ils se sont attelés à déterrer un passé enfoui sous des couches d'oubli et de honte. Leur enquête, loin des sentiers battus de la grande histoire, s'est transformée en une archéologie des âmes, une plongée méthodique dans les registres jaunis et les témoignages fragmentés. Chaque indice, chaque mention obscure, chaque silence pesant devenait une pièce essentielle d'un puzzle macabre, révélant la persistance d'une tragédie humaine longtemps ignorée, une vérité qui résistait aux épreuves du temps et à l'indifférence générale. Antoine Giraud, véritable détective du passé, a entrepris une tâche colossale: reconstituer les lignées familiales sur plusieurs générations. Plongé dans les registres paroissiaux, les actes notariés, les cadastres et les recensements, il a patiemment tissé une toile généalogique d'une complexité rare. Chaque acte de mariage, chaque naissance, chaque décès, révélait une toile complexe d'unions répétées entre les mêmes patronymes, une endogamie à peine masquée par les distances géographiques minimes. Les mariages entre cousins germains, oncles et nièces, se multipliaient au fil des décennies, dessinant des arbres généalogiques d'une densité alarmante. Ce travail de fourmi, méticuleux et exigeant, a permis de cartographier la propagation silencieuse d'un phénomène dont les conséquences allaient bien au-delà des simples liens de parenté. C'est là qu'intervenait le docteur Sophie Martel. Forte de ses connaissances en génétique moderne, elle apportait la clé de lecture scientifique à ses observations historiques. Elle expliquait comment des gènes récessifs, inoffensifs, en une seule copie, devenaient dévastateurs lorsqu'ils étaient hérités en double exemplaire, issus de deux parents liés par le sang. Les malformations et maladies observées par le docteur Dubois, jadis incomprises et attribuées à la fatalité, prenaient désormais tout leur sens. La science validait avec une clarté impitoyable les intuitions d'un médecin de campagne isolé, transformant de simples anecdotes en une preuve irréfutable de l'impact dévastateur de la consanguinité extrême. Chaque point sur l'arbre généalogique d'Antoine trouvait une explication glaçante dans les mécanismes de l'hérédité. Le croisement des données généalogiques d'Antoine et des descriptions cliniques des carnets du docteur Dubois révélait une vérité glaçante. Les marques observées n'étaient pas des anomalies isolées, mais la signature génétique d'une communauté entière, prisonnière de son propre isolement. Les fentes labiales, les doigts fusionnés, les retards de développement, la mortalité infantile élevée,
se répétait avec une régularité statistique effrayante, bien au-delà de ce que l'on pourrait attribuer au hasard. C était une cartographie de la souffrance silencieuse qui se dessinait, une preuve tangible de l'ampleur du problème, bien au-delà des observations isolées du docteur Dubois. Leur découverte mettait en lumière une tragédie humaine systémique, longtemps dissimulée par le fatalisme et l'ignorance. Cette investigation moderne ne cherchait pas à juger le passé, mais à comprendre les mécanismes d'une tragédie humaine longtemps ignorée. Le travail de Sophie et Antoine est devenu un pont entre deux époques, reliant les observations empiriques d'un médecin du XIXe siècle aux outils analytiques du XXIe. Le silence avait longtemps enveloppé ses souffrances, mais la science et l'histoire, main dans la main, commençaient à lever le voile sur un chapitre sombre mais essentiel de l'histoire rurale française. C était une leçon sur les conséquences de l'isolement extrême, la résilience humaine face à l'adversité, et l'importance cruciale de la mémoire pour éclairer les défis de notre présent et dessiner les contours d'un avenir plus juste et plus conscient. Le travail d'Antoine Giraud, archéologue des lignées, portait ses fruits de manière inattendue. En croisant registres paroissiaux du XIXe siècle, notes administratives et observations éparses du docteur Dubois, une carte généalogique d'une complexité vertigineuse prenait forme. Ce N était plus une simple suite de noms et de dates, mais un enchevêtrement de mariages endogames, révélant des unions répétées entre cousins, oncles et nièces, parfois sur 6 générations. Chaque branche patiemment reconstituée devenait une preuve accablante de l'isolement extrême et de la récurrence des liens du sang au sein de ce hameau reculé du Cantal. La portée de ces découvertes dépassait de loin les intuitions initiales du médecin de campagne, pointant vers une vérité systémique. C'est ici que la collaboration avec Sophie Martel devint décisive. En superposant les données généalogiques d'Antoine avec les descriptions cliniques des carnets du docteur Dubois, une vérité glaçante se manifesta. Les marques évoquées par Marie, doigts fusionnés, fente labiale, retard de développement, mortalité infantile élevée, n'étaient pas des anomalies isolées attribuées au hasard. Elles se répétaient, avec une régularité statistique effrayante, au sein des mêmes lignées familiales, apparaissant et disparaissant selon les lois silencieuses des gènes récessifs. C était la signature génétique d'une communauté entière, prisonnière de son propre isolement, une tragédie systémique qui se dessinait sous leurs yeux. Cette découverte transformait radicalement la compréhension de ce qui fut jadis, perçu comme une fatalité divine, ou une série de malchances individuelles. Elle révélait une tragédie humaine systémique, où la misère, l'isolement géographique et les traditions matrimoniales ancestrales avaient créé un terreau fertile pour la propagation silencieuse de maladies génétiques. Les intuitions isolées du docteur Dubois, il y a plus d'un siècle, trouvaient désormais une validation scientifique implacable, étayée par des preuves généalogiques concrètes. Le voile de l'ignorance et du fatalisme se déchirait enfin, dévoilant un chapitre sombre mais essentiel de l'histoire rurale française, une souffrance collective dont les échos résonnaient encore, bien au-delà des vallées reculées du Cantal. Les travaux de Sophie Martel et Antoine Giraud, jusqu'alors confinés au cercle académique et au couloir des archives, ont commencé à transpercer le voile du silence. La portée de leur découverte, l'ampleur de la tragédie génétique révélée par le croisement des données généalogiques et médicales, était trop immense pour demeurer confidentielle. Des rumeurs ont commencé à circuler, d'abord au sein de communautés d'historiens locaux, puis jusqu'aux oreilles de la presse régionale. L'idée qu'une telle souffrance ait pu se perpétuer, ignorée par Diziel, état et masquée par des siècles de fatalisme, a soulevé une onde de choc discrète mais persistante, prélude à une révélation plus large. Cette vérité enfouie, exhumée avec tant de méticulosité, allait bientôt se heurter à l'indifférence générale pour s'imposer dans le débat public. Un journaliste de Astérisque La Montagne, quotidien emblématique de la région, flairant le potentiel humain et historique de cette investigation, a été le premier à publier un article détaillé. Loin de tout sensationnalisme, l'enquête journalistique a mis en lumière la rigueur scientifique de Sophie et la persévérance historique d'Antoine, tout en donnant une voix pudique aux rares descendants indirects encore en vie. Le récit, sobre mais poignant, a décrit l'isolement du hameau de Fontaine-Froide et les marques silencieuses des générations passées, sans jamais tomber dans le voyeurisme. L'article a suscité un vif intérêt, non seulement en Auvergne, mais aussi auprès de rédactions nationales, intriguées par cette histoire qui résonnait avec des problématiques plus larges de patrimoine rural et de santé publique. Écho s'est amplifié. Astérisque Le Monde, puis Astérisque Libération, ont repris l'information, transformant une anecdote régionale en un sujet de société. L'histoire de Fontaine-Froide est devenue un cas d'étude
un symbole des conséquences dramatiques de l'endogamie forcée par l'isolement et la pauvreté. Le débat public s'est enflammé, non sans controverse. Certains ont salué le courage des chercheurs et la nécessité de faire la lumière sur ces chapitres oubliés de l'histoire de France, tandis que d'autres ont exprimé leur gêne, craignant une stigmatisation des régions rurales, ou une atteinte à l'intimité des familles concernées, ravivant des blessures que le temps avait, pensait-on, refermées. Cette médiatisation soudaine a rouvert des plaies anciennes. Pour les quelques descendants encore liés à ces lignées, la révélation publique fut un fardeau supplémentaire. Si la quête de vérité de Sophie et Antoine était mue par un impératif éthique, elle confrontait aussi ces familles à une histoire intime et douloureuse, souvent tus. La dignité des vivants face aux révélations sur leurs ancêtres est devenue un enjeu central. Le défi pour les chercheurs et les médias était alors de maintenir un équilibre délicat entre la nécessité d'informer et le respect des mémoires, reconnaissant que derrière chaque statistique se cachait une souffrance humaine bien réelle, dont les échos résonnaient encore, parfois violemment, dans le présent. Sophie Martel et Antoine Giraud, penchés sur leurs cartes et leurs registres, sentaient la tension monter. Les données généalogiques méticuleusement compilées par l'historien, révélant des enchevêtrements de mariages entre cousins et oncles et nièces sur 7 générations, prenaient une dimension nouvelle, sous le regard éclairé de la généticienne. Quand Sophie superposa les descriptions cliniques des carnets jaunis du docteur Dubois, ces mentions de « doigts fusionnés », de « fente labiale », de « faible d'esprit », sur les arbres généalogiques, une vérité glaçante se manifesta. Ce N n'était pas des cas isolés, des malchances individuelles, mais la signature génétique d'une communauté entière, prisonnière de son propre isolement, une tragédie systémique qui se dessinait sous leurs yeux, implacable et silencieuse depuis des siècles. L'arbre généalogique, d'abord une simple cartographie des liens familiaux, se transforma en une carte de la souffrance. Des lignes, des flèches et des couleurs mettaient en évidence la récurrence des mêmes pathologies, apparaissant et disparaissant au gré des unions, mais revenant inéluctablement, comme une malédiction inscrite dans les gènes. Le petit cimetière de Fontaine-Froide, visité par Sophie et Antoine, offrait un témoignage muet et poignant de cette réalité. Les stèles rudimentaires souvent sans nom, marquaient les tombes d'enfants dont les dates de naissance et de décès révélaient une mortalité infantile effarante, une hécatombe silencieuse que le docteur Dubois avait pressenti, mais dont l'ampleur systémique N était jamais apparue avec une telle clarté. C était la preuve tangible d'un sacrifice involontaire, une communauté entière condamnée par l'ignorance et l'isolement. Face à ces révélations, le témoignage de Clémentine Roux, descendante indirecte, prenait une dimension bouleversante. En découvrant les schémas généalogiques et les descriptions cliniques, elle retrouvait les échos de non-dits familiaux, de secrets chuchotés et de souffrances passées sous silence. Sa propre histoire, celle de sa famille, s'inscrivait soudain dans un récit plus vaste, celui d'une communauté entière. Sa voix, empreinte de dignité et de résilience, devenait le point d'ancrage émotionnel final, brisant la barrière du temps et de la honte. Elle donnait un visage humain à ces statistiques, transformant l'analyse scientifique en une profonde méditation sur la persistance des séquelles, la capacité de l'être humain à survivre, mais aussi la nécessité de ne jamais oublier ces chapitres sombres pour mieux éclairer l'avenir. La révélation de l'histoire de Fontaine-Froide, d'abord par la presse régionale puis nationale, a forcé la France à se confronter à un chapitre longtemps tu de son passé rural. Loin des images bucoliques souvent associées à la campagne, elle a mis en lumière les conséquences dramatiques de l'isolement extrême et de la pauvreté sur des communautés entières. Le débat public s'est alors orienté vers des questions fondamentales. Comment une telle souffrance a-t-elle pu être ignorée pendant des décennies? Quel rôle, État centralisé a-t-il joué, ou plutôt n'a-t-il pas joué, dans la protection de ces populations reculées? Cette tragédie génétique a rappelé l'importance cruciale de politiques de santé publique adaptées aux spécificités territoriales, et a relancé la discussion sur la dignité des familles confrontées à de telles révélations, soulignant la nécessité d'une approche éthique et respectueuse. Elle a également contribué à une prise de conscience collective de la complexité du patrimoine rural français, bien au-delà des clichés. Aujourd'hui, l'histoire de Fontaine-Froide n'est plus un secret honteux, mais un témoignage poignant de la résilience humaine, face à l'adversité et à l'ignorance. Si aucun mémorial physique n'a été érigé en ce lieu déserté, la mémoire de cette tragédie est désormais inscrite dans les annales de l'histoire de la génétique et de la sociologie rurale française. Elle sert de cas d'étude, rappelant les dangers de l'endogamie forcée et l'importance du dépistage génétique et du conseil aux familles.
Ce récit a indirectement renforcé les initiatives visant à désenclaver les territoires ruraux et à garantir un accès équitable aux soins pour tous les citoyens, peu importe leur éloignement. C'est une leçon tirée du passé pour éclairer le présent, invitant à une vigilance constante face aux héritages silencieux des générations et à une meilleure compréhension des dynamiques sociales. Le travail acharné de Sophie Martel et Antoine Giraud a permis de lever le voile sur cette souffrance oubliée, honorant la mémoire de ces lignées sacrifiées et offrant une explication scientifique à ce qui fut longtemps perçu comme une malédiction. Leur enquête interdisciplinaire a démontré comment l'histoire et la génétique, main dans la main, peuvent révéler des vérités profondes sur notre société. Ce récit poignant nous exhorte à ne jamais oublier les leçons du passé, à valoriser la recherche et à soutenir les initiatives qui œuvrent pour la justice sociale et la santé publique. Si cette exploration des profondeurs de l'histoire et de la génétique vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, et à découvrir notre série sur les défis de la santé publique en milieu rural. Elle prolonge cette réflexion capitale.